la RDC, comme vous le savez, est agressée par le petit Rwanda. Derrière ce petit pays, des grandes puissances, des multinationales, ce n'est plus un secret pour personne. Nous sommes dans une approche incisive pour pouvoir défendre cette patrie. Autour de cette table, deux invités, deux autres dans les vestiaires pour nous rejoindre, en train de s'apprêter. D'abord, Ernestine Nyoka, présidente d'une formation politique. Rappelez-nous encore, Maître Nyoka. Le Congrès des Patriotes Démocrates, CPD en cycle. Voilà. Ernestine Nyoka, vous vous rappelez, ancien vice-ministre du budget, et ancien au cadre du PPRD, mais les choses évoluent vite. Comme on dit, la politique est dynamique. Elle est à la tête de sa formation politique qui a rejoint l'Union sacrée. Carlos Mopili, lui, il est resté à la société civile, même si par moment il affiche des couleurs. Carlos est avec nous. Au niveau de la ville de Kinshasa, vous occupez la présidence d'une structure. Non, je suis président de la coordination de la société civile pour suivre de Kinshasa. Je suis président du Conseil suprême de la société civile et aujourd'hui je suis coordonnateur national et porte-parole de l'EDICIEL, Commission d'éducation civique et d'observation électorale. Ah voilà, EDICIEL. EDICIEL. Ah très bien, merci pour la précision. Agression rwandaise, l'Occident est-il allié ou tout simplement complice? Ernestine Nyoka, je veux revenir à vous. On prend d'abord la société civile qui est vraiment présente dans l'est du pays et qui assiste justement à ces efforts constants des FARDC contre l'ennemi. Vous avez suivi, nous pouvons rafraîchir la mémoire des téléspectateurs autour de cette table, les États-Unis condamnent le Rwanda. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous connaissez que Bunagana, ce n'est pas pour la première fois. Il y a quelques années, le même spectacle, même exercice, et nous condamnons. Et puis voilà, du bout des lèvres, est-ce que vous sentez que cette fois-ci, c'est une volonté affichée au-delà de la correspondance des 3 sénateurs qui ont écrit à Blinken? Merci Fabien. Je salue tous les téléspectateurs, surtout nos compatriotes du Nord Kivu. Nous sommes du cœur avec vous. Tout Kopamoja, nous sommes avec vous. Et tout Kinshasa a les yeux, le cœur vers vous, sauf certains politiciens que vous connaissez. Alors, je crois que nous avons suivi la démarche de ces 3 sénateurs et la réponse de leur exécutif par une simple déclaration, mais qui a obtenu une réaction très somptueuse de notre ministre de la Communication. Bon, je trouve que c'est encore trop faible à ce niveau, cette petite déclaration. Nous voulions que peut-être le président lui-même, Biden, puisse appeler le président Kagame, comme l'avait fait à l'époque le président Obama. Et cela, ça a quand même donné un peu de résultats. Mais jusque-là, ce n'est pas ce que le Congo peut obtenir des États-Unis, vu l'histoire entre ces 2 pays. Vous connaissez que seulement nos autorités politiques doivent avoir le temps de se documenter sur l'histoire politique de notre pays. Le Congo n'est pas n'importe quel pays lorsque nous demandons à l'Occident. Lorsque nous demandons à l'Occident, il faut rappeler le dette moral que le Congo a donné à l'Occident. Sans le Congo, les États-Unis, on ne sait pas ce qu'ils seraient aujourd'hui. Parce que lorsque les États-Unis ont été agressés par le Japon, c'est les mines de Chikolobwe, notre uranium, qui a sauvé les États-Unis avec la fabrication de cette bombe atomique qui a frappé Hiroshima et Nagasaki. Lorsqu'en Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, lorsque Hitler et l'Allemagne a agressé l'Europe, c'est encore nos aïeux qui ont combattu, qui ont libéré, qui ont mis en débandade de l'armée de Hitler. Donc ce sont des faits que nous devons toujours rappeler lorsque
nous voulons négocier quelque chose avec la France, avec la Belgique, avec les États-Unis. Alors ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda qui avait versé de son sang pour libérer ces pays-là à l'époque. Alors, pendant la guerre froide, nous connaissons le rôle qu'a joué le Congo, les Zaïre de Maréchal Mobutu. C'est ici où il y avait la base de l'OTAN, la base de CIA, était ici pour déstabiliser tous les États qui étaient du côté des blocs de l'Est. Vous vous souvenez de la marche en colère contre Kadhafi? Tout simplement parce que Kadhafi était, la Libye était la base des KGB et nous de la CIA. Et donc, puis, juste à côté de nous, les États-Unis ont beaucoup déstabilisé l'Angola. Une guerre, 27 ans de guerre, et beaucoup d'Angolais étaient ici, d'autres aujourd'hui ne sont jamais rentrés. Voilà, il y a des générations entières. Vous rappelez une chose, et aujourd'hui nous avons même nous avons hérité de mauvais voisinage avec certains Angolais qui se rappellent. Parce que pour certains Angolais, quoi que nous les avons agressés du fait que la base arrière de Savimbi était ici. Savimbi venait passer nuit aux Zaïre. Et dans des châteaux. Tout consort, c'était à Guado, c'était à Kitona pour appuyer, pour soutenir la rébellion de Savimbi. Tout ça au nom de quoi? Au nom de la CIA contre le KGB, parce que l'Angola était derrière, était soutenu par les blocs de l'Est. Alors, la question qu'on se pose... Une ingratitude notoire payée seulement par un partenariat stratégique privilégié. Aujourd'hui, c'est jusqu'aux forêts, 4P, mais avec des promesses labiales, archipélagiques. D'ailleurs, nous avons été escroqués. Moi, je me dis, qu'est-ce que nous avons profité sous les Zaïre lorsqu'on représentait la CIA ici? Quand on compare ce que l'Ouganda, qui a, lorsqu'on a déplacé la base de la CIA, de l'OTAN, ici vers Entebbe, et aujourd'hui c'est à cheval entre Entebbe et Kigali, vous voyez ce que ces pays bénéficient et de ce que nous, on a bénéficié ici, rien du tout. On n'a laissé aucune usine de fabrication, ni de munitions, ni d'armement au Congo. Alors, tout ce que nous avons donné pendant cette guerre froide, alors aujourd'hui on se pose la question, est-ce qu'ils sont complices ou bien alliés à RDC? Je crois que les résultats sont là. Personne n'ignore, à part certains politiciens qui ne veulent pas apprendre, qui sont dans les détournements, c'est que au premier niveau, ce sont les multinationales, c'est eux qui sont au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de la planification, de la conception d'abord, planification, et c'est eux qui donnent la logistique. Au deuxième niveau, c'est-à-dire à la phase opérationnelle, ce sont les voisins, les pays sous-traitants, c'est-à-dire les Rwanda et l'Ouganda. Et au troisième niveau, ce sont les collabos qu'on recrute, comme les Ngomala, comme on a recruté aussi ces gens aujourd'hui qui nous dirigent, les anciens du RCD et du MLC, donc, qui servent des collabos. Donc voilà les trois niveaux lorsqu'on veut diagnostiquer les conflits à l'est de notre pays. Premier niveau, c'est-à-dire le vrai metteur en scène, ce sont les multinationales anglo-saxons qui utilisent maintenant les régimes de Kigali. On va revenir à vous. Vous n'allez pas justement épuiser toutes les flèches de votre carquois. Ernestine Kaïbanyuka, c'est à vous la parole. Nous avons affaire à un Occident complice ou un Occident véritable allié? Je crois que, avant tout, j'aimerais quand même que nos compatriotes qui sont dans le Grand Nord, nos compatriotes qui souffrent de l'insécurité, sachent que Kinshasa, comme nous le disons, qui est le miroir du pays, est des cœurs avec eux. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous avons besoin de pouvoir aller aux élections avec toute la partie est du pays. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le pouvoir a besoin de pacifier pour que nous puissions aller aux élections aussi avec eux. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous, les Congolais, nous devons d'abord être unis pour parler de la question de l'Est. La question de l'Est ne doit pas appeler les clivages politiques. Alors, complicité, inaction ou partenariat vrai avec la RDC,
nous pensons que l'Occident ne réfléchit pas comme nous. L'Occident réfléchit en termes d'intérêt. Alors, en termes d'intérêt... Les intérêts, en termes dont d'intérêt, le bain des sangs, en termes d'intérêt, massacrant des êtres humains et qui sont moralistes, droits de l'hommiste, malheureusement, et qui pensent qu'ils sont attachés à la vie humaine. Que c'est quand même un contraste. Malheureusement, quand un seul journaliste massacré par un régime saoudien, eh ben c'est même le président qui le rappelle. À un prince héritier, il dit, voilà, vous avez été pour quelque chose dans l'assassinat et le massacre de, comment on l'appelle, le journaliste Khashoggi, plutôt saoudien. Alors, mais des millions qui meurent ici, qui sont massacrés, est-ce que ce sont des mouches, des moutons? Justement, c'est là que je dis que c'est une question d'intérêt, malheureusement. Malheureusement, beaucoup de Congolais sont en train de mourir. Malheureusement, il y a des millions de Congolais qui sont morts et on passe sous silence nos morts congolais. Malheureusement, les femmes souffrent. Il y a des questions de viol. La communauté internationale passe la question sous silence. Malheureusement, comme je le disais déjà, ils ne regardent que leurs intérêts. Premier des intérêts, RDC, réservoir, poumon mondial. On pose des questions de gaz à effet de serre, de pollution, de préserver vos forêts pour que le monde vive. On préserve les forêts, mais on ne veut pas préserver la vie humaine. Les Congolais ne comptent pas. La vie humaine pour que le Congo aussi puisse aller de l'avant. On ne veut pas. Alors, on a une autre question, parce que vous parlez de préservation de l'écosystème. Pourquoi quand Kagame a commencé à exploiter le gaz méthane, il n'y a pas eu de pression, Greenpeace, il n'y a pas eu de pression sur le gaz méthane. Voilà, personne n'a donné des blocs pétroliers. Oui, évidemment, il y a eu une réaction. On nous demande, il ne faut pas exploiter les blocs pétroliers parce que l'écosystème va subir, parce que l'exploitation sauvage va amener, ils ont appelé exploitation sauvage, qui va amener à plusieurs autres conséquences, évidemment, pour le monde. Mais derrière tout cela, lorsqu'on l'observe de près, quand on regarde la communauté internationale, on se rend compte que pour eux, il faut puiser dans la RDC. Il faut puiser dans l'écosystème. Il faut puiser dans tout ce qui est minéraux solides, liquides, gazeux. Il faut puiser dans la RDC. Et au-delà de puiser dans la RDC, la communauté internationale oublie une chose. La communauté internationale oublie que nous sommes membres de cette communauté internationale. Que dans l'ONU, lorsqu'on parle des pays qui sont dans l'ONU, il faut faire avec la RDC. La communauté internationale oublie même que ça fait plus de 20 ans qu'ils ont mis la MONUSCO sur notre territoire. Pourquoi vous aussi, c'est toujours la communauté internationale? Ngungia Suyo, nous prenons à témoin la communauté internationale. Pourquoi Pyongyang, avec le jeune homme, aujourd'hui président, vous avez vu, il a été en Suisse où il a passé une partie de sa vie pour les études. Lui, il ignore cette communauté internationale. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi on n'est pas déterminé, même quand vous êtes piqué par les mouches? C'est seulement la communauté internationale qui doit être prise à témoin. Il y a des facteurs endogènes et puis il y a des facteurs exogènes. L'histoire de la RDC n'a pas commencé maintenant. L'histoire de penser comment pacifier le pays avec tout ce qu'il y a comme insécurité. Il y a nous-mêmes, les Congolais, qui sommes tireurs de ficelles, puis il y a elle-même la communauté internationale qui a les regards absolument rivés sur nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir l'embargo des armes. Même si on nous dit non, il n'y a pas d'embargo, il faut simplement passer par une espèce de cultus du pays qui va vous vendre pour que l'on puisse savoir si c'est vraiment l'État congolais ou bien si ça part alimenter certains groupes rebelles. Voilà. Ça aussi, c'est une question qui aujourd'hui est en train de nous brimer. Parce que dans toutes les nations, il n'y a pas de traîtres. Qui est en train de nous brimer. Lorsque Hitler nazi, l'Allemagne nazie, jetait des bombes sur Londres, le frère du roi, George VI, le père de la défunte reine Élisabeth II, était
collaboré déjà avec Hitler et appelé justement à la soumission. Même à Paris, il y a eu des collabos parmi les écrivains, des journalistes, des politiques et autres. Quand De Gaulle est allé à Londres, à partir des radios de Londres, il appelait à la résistance. À la résistance. Les collabos, les traîtres étaient à Paris et amenaient même Hitler à admirer Paris. Alors, les traîtres sont par. Pourquoi nous, on ne peut pas, par un sursaut d'orgueil, nous dépasser de cette fatalité? Justement, je pense que vous aviez suivi lorsque j'ai commencé, je vous ai dit que la question de pacifier les pays, évidemment, c'est le pouvoir qui doit pouvoir s'en occuper, mais il faut qu'il y ait une unité, une voix, un bloc de tout le Congolais pour que nous puissions aller de l'avant. Mais lorsque dans nous-mêmes, le peuple congolais, il y a des tireurs de ficelles. Les tireurs de ficelles, semble-t-il, certains c'est l'homme zone politique, des tireurs de ficelles, mais là c'est même pas des tireurs de ficelles, c'est aussi dans les forces armées, 2-3 éléments, comme vous avez cité le fameux Ngoma, qui est avec. C'est pas moi qui l'ai cité. Hein, non, nous l'avions. La société civile. Non, c'est même pas la société civile. Nous suivons les informations. Et puis lui-même s'est déclaré. Il a fait un petit speech à l'intention des choses de la République, de la population congolaise, pour dire qu'il était un des nôtres. Lui-même aussi l'a fait. Ancien cadre de l'UDPS Nord Kivu. Il l'a dit, il l'a dit ouvertement, donc ce n'est pas caché. Et donc, nous-mêmes aussi, nous participons. Moi, je dirais qu'il faut mettre un accent particulier sur le fait que, de tout temps, le partenaire de la RDC, commençant par le maréchal Mobutu, c'était les États-Unis d'Amérique. Nous savons qu'il y avait une prédominance de la CIA ici en RDC. Mais maintenant, la CIA est très active ici, au Congo. Mais la question du bloc Est-Ouest, il y a aujourd'hui, nous pleurons Lumumba, ça fait plus de 62 ans que nous sommes en train de pleurer Lumumba. Lumumba, en partie, si aussi il a été tué, c'est parce que l'on a considéré que c'était un marxiste, un socialiste, un communiste, toutes ces appellations qui vont avec, on a considéré qu'il était avec les autres. La question de ces blocs a posé problème. Et aujourd'hui encore, pas plus tard que je pense que notre ministère de la Défense vient de donner son son de cloche là-dessus. Non, la RDC est partie signer des accords avec la Russie. Bientôt, ils vont nous soutenir. Des armes arrivent. Alors que officiellement, il n'y a pas d'accord. Quoi de plus normal que pour aller visiter un pays? Parce qu'aujourd'hui, les villages, la planète, c'est un village, on va dire, on est devenu un village planétaire. Vous ne pouvez pas vivre en vase clos si vous ne savez pas comment, avec les autres pays, voyant vos propres intérêts, comment vous pouvez négocier. Parce qu'il nous est interdit de collaborer avec d'autres nations. Parce que nous sommes allés en Russie, aujourd'hui on a fait tout un problème. Voilà, c'est parce que vous êtes une élite peureuse. Et donc, ce bloc-là, Est-Ouest, guerre froide, qui ne dit pas son nom, aussi est en train de peser sur nous. C'est vrai qu'à un moment, il faudra que, au-delà des FARDC qui sont sur le terrain, qui font déjà beaucoup d'efforts, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions aussi donner un plus de nous que pour pouvoir élaguer certains problèmes. Est-ce que ça valait la peine de pouvoir faire ce démenti par rapport aux rumeurs des réseaux sociaux qui déstabilisent l'ennemi d'ailleurs? Madame Odia, avec des journaleux et des mercenaires au service de l'Occident et des voisins. Alors, est-ce que ça valait la peine, ce démenti? Est-ce qu'on peut nous interdire de collaborer avec qui que ce soit? Mobutu, au plus fort de son régime, de son règne, a collaboré avec la Chine. Il est allé voir Mao pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, Madame. Il avait les instructeurs, s'il vous plaît, il avait les instructeurs chinois ici qui formaient les commandos de choc à Kisangani. L'unité Kamanyola formée par les Nord-Coréens sous maréchal Mobutu, sous la guerre froide. Donc, quelle élite laisse la peur dans les ventres avec la peur des films Braddock et des films Rambo D, où l'Amérique va nous envoyer Rambo pour nous enlever. Ça, les gens de l'Union sacrée doivent se libérer de ces liens. Il y a des choses qui sont vraiment bonnes pour Hollywood, mais pas pour le monde réel. Madame Odia, vous avez la parole. Mais personnellement, je n'ai pas saisi votre question. Voilà. Est-ce que l'Occident est un allié ou c'est un complice dans la guerre qui nous est imposée, permanente? Les pièges des richesses et la guerre aujourd'hui Bounagan a occupée. De manière directe, je ne parlerai pas en termes d'alliés ou de complices parce que vous savez que les rapports entre États, c'est une question d'intérêt. Est-ce qu'ils ont trouvé un intérêt à travailler avec le Congo? Les conditions sont réunies
pour que leur intervention soit à la fois profitable et à eux-mêmes et aux Congolais? Ça, ce sont les questions que eux se posent. Et ça peut s'expliquer. D'autre part, pour nous, nous avons raison de considérer qu'il y a de la complicité, parce que quelquefois, ils disent dénoncer l'implication du Rwanda dans les problèmes sécuritaires dans notre pays, mais s'agissant des solutions, vous les entendrez proposer les dialogues plutôt que pendant que les Congos et les Congolais attendent autre chose. Et l'appel à la retenue, des terroristes criminels que eux achèvent ailleurs, ici on demande d'abord appel à la retenue et au dialogue. Ils ne peuvent que demander cela parce qu'ils pensent que les terrains, ça c'est ce que nous considérons être cela, eux, pour leur part, je pense qu'ils considèrent que le terrain est tellement favorable à ces appels à l'apaisement. Ils n'iront pas le faire en Russie. Ils ne l'ont pas réussi en Corée, comme nous l'avons épinglé. Au Mali, par exemple. Alors, s'ils pensent qu'au Congo, c'est favorable par rapport à la gouvernance, par rapport au régime, par rapport à la prise en charge de cette question sécuritaire, mais croyez-moi, ils ne feront que ça. Ils souffleront à la fois et au chaud et au froid. Mais non, s'agissant de la force régionale, si c'est un atout ou c'est un danger, pour notre part, ce n'est qu'un danger. Les facteurs, on peut le dire endogènes et exogènes. S'agissant des facteurs exogènes, vous verrez que la force régionale, elle est essentiellement constituée des pays qui, pour la plupart, ont des bons rapports. Pas seulement avec le président rwandais, mais même avec le peuple rwandais en général. Ils partagent beaucoup de choses en commun. De notre côté, on a suivi le président Félix Tshisekedi donner son opinion sur ses rapports avec le président rwandais. Maintenant, nous accueillons ces gens-là tout en sachant qu'ils défendraient dans une certaine mesure plus les intérêts du Rwanda que les intérêts congolais. Mais s'agissant des facteurs endogènes, c'est ce désordre-là dans la prise en charge de la question sécuritaire. On voit d'une part l'état de siège. Même si aujourd'hui les gouvernants n'en parlent plus. Vous nous ramenez toujours à ce que vous répétez chaque... Mais je vais le répéter aussi longtemps qu'on sera toujours en train de parler de la question sécuritaire. On doit parler des facteurs, des différents facteurs qui nous mettent en difficulté. Qu'est-ce que vous avez contre l'état de siège? Je n'ai pas à avoir des choses contre l'état de siège. Quand une mesure est prise dans un pays qui, à ce jour, les Congolais d'abord, ils ne savent pas comment vivre, comment cohabiter avec cette situation. Les dirigeants sont dans l'obligation de dire aux Congolais ce qu'on doit continuer à attendre de l'état de siège. Pendant qu'ils nous avaient dit, vous vous en souvenez, que c'était la solution ultime. On continue à y croire, mais en même temps, ils s'en vont chercher d'autres solutions. Mais le Congolais est en droit de s'interroger si on peut continuer à compter sur l'état de siège ou arrêter. Finalement, on nous a, par la suite, il nous avait été demandé de compter sur la mutualisation des forces. RDC, je pense, Ouganda. Ils n'en parlent plus. Nous sommes maintenant à la force régionale. Il y a cette superposition de commandement, cette superposition des solutions qu'ils adaptent à la situation sécuritaire. Nous sommes en droit de nous poser des questions sur les mesures qui avaient été prises avant. Et les mêmes questions que nous nous posons, ceux qui constituent la force régionale se les posent aussi. Mais sur place en RDC, voilà les mesures qui ont été prises. Comment on cohabite avec toutes ces mesures? C'est ce qui fera que s'il y a de la complicité au sein de la force régionale, et puisqu'il y en a, nous y croyons, ils vont en profiter et plus travailler en faveur de l'ennemi. Merci, Madame Odia. Monsieur Kambale, société civile, centre pour la gouvernance, dites-nous concrètement, l'Occident, je parle de la vieille Europe avec
leur mentor, l'outre-Atlantique, je parle des États-Unis, en général, ces gens, ils sont nos alliés ou ils sont les complices de notre disparition éventuelle. Apparemment, ils y travaillent avec beaucoup de munitions. Merci Fabien, je m'excuse d'abord pour le retard. Je salue les co-débatteurs, notamment mon ami Moupili. Je crois qu'on ne doit pas se voiler la face. Madame a pu le dire, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Et aujourd'hui, la politique de la vieille Europe, avec l'allié américain... Vous semblez légitimer quelque chose de très gravissime. Vous dites que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Oui, oui. Et les intérêts dans les massacres, dans un génocide plus que celui des Juifs, plus que celui, je n'ose pas parler de ce qu'il y a eu à côté de chez nous. J'arrive, Fabien. Monsieur Kambale. Je disais que les États n'ont que des intérêts. Et je viens d'ajouter à dire que la politique... Sauf le Congo qui n'a pas d'intérêt. C'est ça, évidemment, je vais arriver à ça. Hein? La politique ou la formulation des politiques publiques de l'ancienne Europe avec les États-Unis vers l'Afrique ont montré les limites. Vous n'avez qu'à voir le débat en France, à Belgique, et ainsi de suite. Et même appel à la réforme de la politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique. Alors, il revient maintenant aux Africains de prendre conscience qu'évidemment, cette politique de chaque fois vouloir nous aider ne peut plus marcher. Les quelques États qui commencent à prendre de conscience, le Mali, le Burkina Faso aujourd'hui, ils se disent non, quand même. Pas quand même Burkina Faso. Quel exemple? Coup d'État, deux coups d'État en 8 mois. Mais le problème, c'est quoi? Conscience avec une Union africaine infiltrée, impuissante, qui attend tout de l'Union européenne. Quelle Union africaine avec les Moussa Faki, avec Macky Sall, avec les Kagame? Fabien, le problème c'est quoi? Quand nous parlons de la conscience des Africains, c'est parce que nous avons constaté que pratiquement depuis 60 jusqu'à ce jour, hein, nous n'avons que des dirigeants qui ne rêvent qu'aller en Europe. Alors que les Européens même constatent que leur politique vis-à-vis de l'Afrique a montré ses limites. Il revient à l'Africain de dire, non, en tout cas, moi, voici mes intérêts. Quels sont nos intérêts vis-à-vis des autres pays? L'autre fois, je disais ici, Fabien, si vous vous souvenir, que le Congo, à lui seul, présente un problème. Vis-à-vis d'abord des États de la région, vu sa dimension, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale, au regard des richesses que regorge ce sol et le sous-sol. Les Japonais ont une mauvaise histoire avec nous, parce que Hiroshima est victime de l'uranium du Congo. Donc, qu'est-ce que nous défendons? Qu'est-ce que nous présentons vis-à-vis des autres? C'est pas nous qui avions envoyé l'uranium. Non, écoutez, ce sont les Belges qui ont passé l'uranium. Nous sommes une menace, nous sommes un problème pour tous ces pays-là, parce que si nous utilisons nos richesses correctement, ces gens ne viendront plus. Mais parce que nous n'avons pas encore pris conscience de ce que nous valons et définir correctement nos intérêts vis-à-vis des autres, c'est comme ça qu'ils viennent se balader. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, la question rwandaise, l'agression rwandaise aujourd'hui, doit éveiller la conscience du Congolais. On ne peut pas, d'un côté, demander ouvertement au Rwanda de se retirer, et il n'y a aucune action qui est menée contre le Rwanda, par ceux-là même qui demandent au Rwanda de quitter. Donc, logiquement, ils ont un intérêt plus privilégié avec le Rwanda que par rapport à la RDC. Maintenant, nous faisons quoi? Allons-nous rester seulement dans cette relation-là parce que nous ont colonisés, ils ont ici? Vous avez bien dit, Mobutu, pendant la guerre froide, a noué des relations solides. Le palais du peuple a été construit pendant la guerre froide, c'était les Chinois. Le stade des martyrs. Le stade des martyrs. Donc, ça ne doit pas être aujourd'hui, il n'y a plus de bipolarisation. Et Mobutu a mené l'empereur, comment on l'appelait encore? L'empereur
Japonais ici, quand on était à Tokyo, c'est historique. Ils savent que l'empereur ne peut pas fréquenter n'importe quel pays. Évidemment. Ils savent que l'empereur est allé en Afrique, dans un pays Zaïre, et c'est resté historique. Donc, c'est pour vous dire que Oui. nous devons prendre conscience. Est-ce que Mobutu demandait l'accord de Washington pour pouvoir, par exemple, nouer des relations Non, avec, il n'a pas. Il avait des personnalités. pourquoi le ministre de la Défense dément les rumeurs de réseaux sociaux pour dire on n'a pas... Il tremble, il doit faire vite. Pourquoi? Il ne tremble pas. En fait- Il donne des précisions. En fait, ce sur qui est un vrai, accord qui n'existe ce qui est pas. vrai, Qui donne des prisons. non, mais l'accord, nous avons un Non. accord avec la Russie. L'accord a été signé en 2018. En 2018. L'accord existe. La question, c'est l'application de cet accord. L'accord n'a jamais été ratifié par notre Parlement, et c'est ce qui pose problème. Et si vous vous souvenez, quand le ministre est parti à Moscou, il a rappelé qu'évidemment nous avons cet accord. L'accord existe. C'est à nous d'appliquer cet accord-là. Donc il nous revient à nous de définir nos intérêts vis-à-vis des autres et de poursuivre ces intérêts-là. Pourquoi on a une élite politique, intellectuelle, que sais-je encore, une élite qui a la peur bleue dans sa peau? Quelle est l'origine de cette Alors, élite? j'illustre cela. Gazprom Bank est venu ici après la visite de Sheo Kitondo au Kremlin. Il est venu, Gazprom a demandé de coopérer dans 3 domaines: les hydrocarbures, les mines et les finances. Ils ont même proposé un partenariat à la Banque centrale. Je me rappelle, j'ai assisté à la discussion, mais le Congo-Kinshasa traînait les pieds sous Joseph Kabila. Même chose pour les mines et pour les hydrocarbures. Pourquoi nous avons ainsi peur? Évidemment, moi je pose la question. Posons la question sur l'origine de l'élite politique actuelle. La plupart sont ici de rébellions, Évidemment. soutenus par ceux-là qui... De l'école du Rwanda. Oui, ceux-là qui sont les parrains du Rwanda. Donc, si vous avez été formé par le Rwanda, par l'Ouganda, vous n'avez pas autre chose que de continuer à respecter ceux-là qui vous ont formés. Et que donc, si nous voulons réellement renouveler notre classe politique, nous devons être conséquents. La première chose, il y a ceux-là qui sont rendus coupables de crimes, il faut les arrêter, les juger. Il y a ceux-là qui deviennent complices. Chaque jour, on ne cesse de dire qu'il y a des infiltrés dans l'armée, des infiltrés dans les institutions. Mbosso nous disait qu'il fallait demander aux députés du Nord Kivu de quitter les groupes armés. Et il avait même prétendu qu'il leur déposerait une liste quelconque. Mais on entend cette liste. Pourquoi on a peur? Vous voulez que l'État se renouvelle comment? Parce qu'on ne sait pas même sanctionner quelqu'un sur qui on a des éléments controversants. Merci Nixon Kambale. Monsieur Mopili, dans l'Afrique traditionnelle et surtout ici au Congo, ce qui est hindi, c'est-à-dire quand il y a péril à la demeure, la vie de la communauté en danger, les femmes crient toujours: est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans la cour ici? Chez vous, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans ce village, dans cette cour? Est-ce que nous avons des hommes? Le président de la République avait déjà tiré la sonnette d'alarme avec les sénateurs et députés. Dites-nous maintenant, à la manière de réfléchir, intellectuelle, politique, est-ce que nous pouvons nous en sortir face à ceux qui ne sont pas Dieu le Père quand même? Mais c'est très simple. Nous avons été agressés le 2 août 1998 ici. Nous n'avions pas une arme lourde. Toutes les armes lourdes qu'on avait étaient à Goma avec la brigade qu'on a envoyée. Et cette brigade a été achetée par le Rwanda. Elle est devenue RCD. Et Mouzé a lancé la guerre longue et populaire. Avec la stratégie de la guerre des partisans. Et puis jusqu'à il y a eu une cohésion nationale. Une cohésion nationale. Impliquée avec une chanson. Tokoku Fapona 1. Mais il y a eu Didier Moumengi avec la chaîne nationale et tous les médias, tout le monde regardait dans la même direction. La paix se gagne. Vous vous souvenez de cela? Évidemment. Alors, vous soulevez une question très importante. Et là, je vous lis même les paragraphes simples du roi Baudouin
son discours du 30 juin. Il dit ceci: restez unis et vous saurez vous montrer digne du grand rôle que vous êtes appelés à jouer dans l'histoire d'Afrique. Et il dit encore: vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quels que soient les partis auxquels ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits des minorités. Et il dit: l'élite tribale qui jadis ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre l'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Ça, c'est le discours du roi Baudouin, que même les historiens pro-occidentaux n'enseignent pas ça. Si on enseignait aux partis politiques ce discours du roi Baudouin, il y a des partis où il vantait son grand-père, mais il y a des partis où il donnait des conseils. Éviter le tribalisme. Travailler pour l'intérêt général du pays. Il est dit dans son discours du 30 juin. Mais nous ne suivons pas ce discours. Alors, votre question est fondamentale. Mibali Bazawate, c'est ça un problème. Mais je vous dis ceci, ce que me disait mon ami. Nous avons un problème dans notre pays. Parfois, nous, on croit que les gens suspects, ce sont les gens qui ont la morphologie Tutsi. Or, nous avons des Congolais, les Bangala, les Bakongo, les Baluba, avec un cœur rwandais, plus que même les Rwandais même, dans notre pays. Vous vous souvenez, lorsqu'on va au dialogue à Kampala avec les M23, c'est lui qui était à la tête de la délégation des M23, c'est Roger Lumbala. Kassa est 100% des pères et des mères. Donc, vous vous souvenez encore, le RCD a recruté Wamba Diawamba du Congo central. Il a recruté Zedingoma du Kivu. Donc, il y a des Congolais, des pères de mères qui sont des traîtres contre leur pays. Et nous devons faire attention. Deuxième chose, le ministre de la Défense qui se précipite de faire des communiqués pour contredire les réseaux sociaux. Mais je me dis pourquoi il le fait. Pas sur sa table, si on fuit, il y a des accords de coopération militaire depuis Mosée avec les blocs de l'Est. Toutes les armes que nous avons, que les FARDC ont, d'Ochar, ça vient d'où? Ça ne vient pas de la Belgique. Comment faire que la cohésion qui a été observée, l'unité autour de Mzee, même si ils l'ont tué dans son palais à Kinshasa, cette unité, cette cohésion renaisse? Non, il y a un problème. Là, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'on a une guerre, il y a trois volets, trois fronts. Il y a le front militaire, il y a le front diplomatique et le front communicationnel. Sur le front communicationnel, nous sommes foutus. Ça, vous êtes expert. Il faut un nouveau ministre, Didier Moumengi, pour venir éveiller, faire restaurer la RTNC. Mais il faut aussi savoir une chose. Aujourd'hui, nous sommes amis à l'Ouganda, mais on oublie que Kagame était le patron des renseignements de l'Ouganda. Tous les cadres du renseignement de l'Ouganda ont été formés par Kagame. Voilà. Et je voulais terminer par une chose très importante. La question ici, nous devons nous poser la question sur la politique du président Faché à ce qui concerne les questions de renseignement. Parce qu'il y en a des. Est-ce que c'est pour sécuriser son pouvoir ou sa famille, ou c'est pour sécuriser la RDC et le peuple? Là, dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut voir? L'ANR recherchera les traites dans les FARDC, dans la police et dans les services de sécurité. Mais si sa politique, c'est pour sécuriser lui-même, l'ANR va toujours poursuivre les auteurs de l'offense au chef de l'État. Et là, le pays sera exposé, mais son pouvoir sera sécurisé alors qu'un morceau du pays est pris par les agresseurs. Donc, nous devons être ouverts, que le président de la République ouvre la porte comme tous les autres. On a vu Moussé recevoir Zedingoma qui venait de la rébellion, recevoir Vundoua, recevoir tout le monde au nom de l'unité du pays. Lorsque le pays est agressé, même en France, on a vu Sarkozy appeler les anciens chefs de l'État. Mais jusque-là, on ne voit pas le président être entouré par d'autres formations politiques, même entouré par la société civile, comme il a fait lorsqu'il voulait déboulonner les FCC. Il a appelé tout le monde et il a créé ce qu'on appelle Union Sacrée. Voilà, Madame Kayiba.
Je crois qu'il y a un problème. Et lorsque je commençais, je l'ai dit. Si on veut aller de l'avant avec les questions de l'insécurité de l'Est, il faut d'abord un vouloir vivre collectif. Donc il faut l'unité. Il faut une unité entre les Congolais. La question d'unité entre les Congolais n'est pas simplement une question du pouvoir. Nous-mêmes, les acteurs politiques, nous devons être les premiers à être au champ d'attaque pour apprendre aux choses, aux populations, ce que c'est le civisme. Il y a l'amour de la patrie qui doit pouvoir nous animer que pour que nous puissions aller de l'avant. Ça coûte quoi, lorsque l'on parle des questions de l'insécurité à l'Est, d'être d'abord unis et de chercher les solutions? Parce que ceux qui souffrent, ce sont des Congolais comme vous et moi. Ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont en train de mourir, c'est des Congolais comme vous et moi. Alors, il n'est pas compréhensif que l'on retrouve dans nos populations certains élus, semble-t-il, qui sont des tireurs de ficelles, qu'on retrouve dans l'armée, certains qu'on appelle infiltrés, je ne sais pas moi, des traîtres, comme lorsqu'il y a eu la récente mise en... une restructuration. La restructuration de l'armée, hein, les nouvelles nominations qu'il y a eu, ça ne sert à rien que l'on dise chaque fois, non, non, on a nommé tel, c'est un Rwandais, on a nommé tel, c'est ceci. Ça ne sert à rien qu'on soit en train de s'auto-flageller. Parce que cette question de pacification, le pouvoir a sa place, mais nous-mêmes, les populations, nous-mêmes, les politiques, nous avons aussi notre place. Et je pense, sans pouvoir me tromper, il est possible qu'au niveau communicationnel, qu'il y ait une petite défaillance, une espèce de, comment dire, je vais dire un dialogue, pour que le peuple soit uni, pour que le peuple comprenne qu'il faut chasser ceux qui sont en train de vouloir nous voir divisés, de ceux qui veulent nous voir parler en termes de tribalisme. Alors, vous avez déjà suivi, l'UNPC et le CESAC se sont engagés justement à mettre de l'ordre et surtout mettre hors d'état de nuire ces mercenaires au service du Rwanda et des ONG internationales. Nous allons d'abord regarder nos différents médias. Parce que dans nos différents médias aussi, il y a problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous avez une question cruciale à l'Est et vous appelez, vous dites, et vous, les gens de l'Union sacrée, et vous avez tué, vous avez fait. Et non, ce sont les gens par exemple, disons, c'est la Mouka qui s'est réveillée, vous avez dormi. Ça ne peut pas se dire en ces termes-là. Sinon, alors, nous faussons la donne nous-mêmes. Donc, je dirais, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités au niveau du pouvoir, les responsabilités au niveau de nous-mêmes aussi, Congolais. Mabika Kalanda a écrit la remise en question base de la décolonisation mentale. Est-ce que c'est le début déjà? Vous l'aviez demandé. Oui. Mais enfin, ça c'est une question en RDC. Il y a des hommes. Et au centre du pays, quand les femmes crient comme ça, n'y a-t-il pas d'hommes dans cette cour? Au centre du pays, il y a des hommes qui sont capables. Commençons par le commandant suprême lui-même. Pas très... c'est assez récent, hein, lorsqu'il avait s'agit des questions de blocs pétroliers. Les États-Unis nous ont envoyé un émissaire. C'est un secret de polichinelle qui est venu souffler. Je crois que c'était John Kerry. John Kerry. Bon, prononcé. John Kerry. Ça va ensemble. Oui. Il est venu poser des questions des blocs pétroliers, nous intimant l'ordre de ne pas exploiter. Mais je pense que la question du chef de l'État ne s'est pas fait prier pour dire que ce sont des richesses qui appartiennent au peuple congolais. Il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction à nous donner. Nous sommes dans un État et les richesses nous appartiennent et nous avons l'obligation que de chasser la pauvreté. Voici des éléments qui peuvent amener les pays à avoir une certaine mobilisation des recettes un peu conséquente que pour pouvoir relever tous les défis. Mais au stade où on prône déjà la transition énergétique pour abandonner les énergies fossiles, et puis maintenant, nous semblons mettre l'accent sur lorsque nous regardons les énergies le VPM, impropres. Et le VPM, hein, madame la ministre de l'Environnement, elle l'a dit de manière très claire à un dernier sommet qui a eu tout récemment sur les affaires d'écosystème. Elle l'a dit de manière claire. Précope. Que nous allons exploiter nos richesses, que ce sont des richesses qui sont pour les Congolais. Qu'est-ce que vous donnez en retour? Mais le monde vous attend.
Vous donnez quoi dans en retour? l'accélération de la transition énergétique? Madame Kayiba, ne coupez pas vos bois, mais qu'est-ce que nous avons en retour? C'est des questions sur lesquelles il faut négocier. Et je dirais encore davantage, du haut de la tribune des Nations Unies, je crois que le président de la République a été assez clair sur les richesses de la RDC. Je crois qu'il a été assez clair sur la question de l'insécurité de la RDC. Je crois qu'il a été assez clair de dire que la communauté internationale, ce n'est pas une faiblesse. Lui, il a, même si c'est dit de façon à respecter, pour dire les termes diplomatiques, mais il a quand même démontré qu'il y a une faiblesse du côté de la communauté internationale qui ne joue pas son rôle. Voilà la MONUSCO, depuis combien de temps ici? Il a même demandé que nous allons réévaluer encore la mission de la MONUSCO qui coûte cher à la communauté internationale. Justement. Nous-mêmes aussi, nous cotisons. Au Royaume-Uni, ça doit être à la conférence des Nations Unies sur le climat. Madame Kayiba, le président Tshisekedi a présenté, c'était après le G20, il a présenté le Congo pays solution dans le processus de la transition énergétique, avec tout ce qu'on a ici. Et quand on rentre, maintenant, on a choisi de vendre les blocs pétroliers et gaziers, énergie, qui sont censés être abandonnés, énergie impropre. Est-ce que ce n'est pas un contraste quand même? Non, non. Les partenaires ne peuvent pas tousser. Non. Les partenaires, nous devons tousser en premier. Parce que pays solution ne veut pas dire abandon total, abandon 100% de nos richesses au profit de la communauté internationale. Qui restera-t-il à la RDC? Et quel est d'ailleurs le partenariat existant réellement avec cette affaire de pré-COP et tout? Parce que jusque-là, nous avons des dossiers ficelés, les autres donnent leurs injonctions, et les nôtres, ils sont où? Les nôtres sont là, nous disons non. Il faut pouvoir respecter cette Merci, Madame Kayiba. Madame Odia, est-ce que le président Tshisekedi, au-delà de la cohésion nationale, de l'unité, au-delà de ce réveil, de cette prise, de ce réveil, de ce qu'on appelle, et cette remise en question face aux humiliations nous imposées par les grands, nos partenaires stratégiques et privilégiés, à travers des petits voisins, est-ce que ce n'est pas un Tshisekedi apparemment révolté, en passe d'élever d'autres options? Mais on aurait bien voulu qu'il soit vraiment le Tshisekedi révolté, comme vous le dites. Mais jusqu'ici, ça tarde à arriver. Il a été interviewé il y a quelques semaines, je sais, ça va me revenir, quand il disait que dans quelques jours, la force régionale sera déployée. Et aussitôt qu'elle sera déployée, le M23 aura à s'en prendre à lui-même, sans beaucoup de précision sur le moment où elle sera déployée, sur les nombres des éléments qui seront déployés, sur suffisamment de questions qui devraient entourer cette question-là, cette situation-là. Est-ce que dans ces conditions, on peut dire qu'il est vraiment révolté ou il est tout le temps en train de frapper aux portes de ceux auprès de qui à la fois on dénonce la complicité, mais à la fois on attend des solutions. C'est ça la difficulté. Maintenant, pour répondre un peu à ce que disait Maître Ernestine, parlant de l'unité, moi je veux bien comprendre les contenus que l'on place dans le concept unité. À mon sens, les Congolais... Pas en guerre. À mon sens, parler de guerre, parler d'unité, je pense que c'est deux choses. Le pays n'est pas agressé. Parler de guerre, parler d'unité, c'est deux choses différentes. Moi, je n'ai pas parlé de guerre parce que nous savons tous que le pays est agressé. Je parle plutôt du concept unité évoqué par l'un des co-débatteurs, en l'occurrence Maître Ernestine Nyoka. Quand elle parle d'unité, je voudrais savoir quels sont les contenus que l'on met dans ce concept. Parce que, à ma connaissance, les Congolais ont toujours été unis. Quelque part, ce sont les acteurs politiques qui divisent par rapport à leur combat politique. Mais non, comme pour eux, il n'y a pas d'unité. L'unité, est-ce que ça devrait dire qu'en RDC, il ne devrait y avoir qu'un seul parti, un seul organe de presse, une seule église, une seule voix? C'est la question que je me pose. Vous donnez par exemple l'exemple de l'époque de Mouzé, où quand il fallait bouter l'ennemi dehors, il n'y avait pas de clivage, ça c'est ce que vous dites, ça peut aussi être vrai, mais les circonstances
de l'avenue au pouvoir de Mouzé, souvenez-vous, c'était que les Congolais ou les Aïrois à l'époque, ils étaient déjà fatigués du régime du maréchal Mobutu, à tort ou à raison, mais au moins ils étaient fatigués. Quand Mouzé est venu avec la révolution, bien sûr qu'il a emballé pratiquement tous les Congolais. Et ça réussit parce que ça a pu résoudre le problème du moment. Mais croyez-moi, si après 5 ans, après 10 ans, Mouzé serait resté dans ces circonstances où il n'y a pas la politique correctement organisée, où l'opposition, la majorité, la société civile pouvait correctement engager les débats nationaux, vous verrez que les gens se seront aussi fatigués de lui. C'est pour cette raison, mais la classe politique, c'est pour cette raison que lorsque le président Kabila a pris le pouvoir, la première des choses, c'était d'abord organiser la société civile à travers la loi de 2002 et ensuite commencer à réunir la classe politique de sorte que se dégagent différents groupes qui vont pouvoir engager des débats nationaux. Et nous pensons que ces choses-là devraient être reconduites par le président Tshisekedi. Avec la naissance de l'Union sacrée, permettez-moi de le répéter, tous ces clivages, tout est devenu désorganisé dans la vie politique. Ne pensez pas que c'est sur un plateau de télé 50 soit-il, qu'il y ait de savants qui viennent dire voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Quand vous n'êtes pas décideur, ça ne va apporter aucune solution et on sera là en train de dire voilà, nous connaissons nos problèmes, mais nous n'arrivons pas à apporter des solutions. Nous devons mettre à l'esprit que le fait d'appartenir à l'opposition majorité société civile, ce n'est pas de l'inimitié. C'est que chacun doit jouer son rôle dans la vie de la nation. Nous parlons non des couleurs politiques. Mais c'est ce qui devrait être le cas. Ça, c'est ça mon avis. Où nous parlons du Congo face à ce partenaire extérieur, l'Occident principalement, qui, pas même semble, qui est hypocrite. Et si nous dormons dans ce que vous abordez, le pays risque de partir demain. Et vous pensez que c'est en le faisant tel que vous le dites là qu'on va trouver la solution au problème? Non. Il faudrait que des débats comme ceci soient que pour nous, s'agissant de la crise sécuritaire, voilà, nous à la société civile, c'est que nous pensons. Voilà la majorité, c'est qu'elle pense. Voilà l'opposition, c'est qu'elle pense. Et les décideurs prennent, sélectionnent toutes ces idées pour enfin lever des grandes options. Il ne faut pas penser que les bonnes idées ne pourraient pas venir de la société civile ou de l'opposition parce qu'elle ne dirige pas. Ça, c'est se tromper et c'est tromper lourdement. Est-ce que vous partagez cette analyse de Odia? En fait, il y a certaines vérités qui ont été dites. C'est que il y a une question fondamentale qu'on doit se poser, nous, comme Congolais. Est-ce que nous connaissons nos intérêts fondamentaux? Quels sont les intérêts fondamentaux de la nation? Les intérêts fondamentaux sont ces intérêts-là que, quel que soit le parti politique qui accède au pouvoir, il ne peut pas déroger à ces intérêts-là. Est-ce que nous les avons? Ou est-ce que même si on les avait, est-ce qu'on les connaît? Je ne pense pas que aujourd'hui, la division au sein de la classe politique part de ça. On ne sait pas distinguer l'intérêt supérieur de la nation. Et aussi longtemps on n'aura pas à se mettre d'accord sur ça, on continuera à naviguer à vie. Et c'est comme ça que même lorsque le pays est agressé, des voix s'élèvent, des voix discordantes s'élèvent, disent non, cette fois ça doit être une aventure là, ils avaient signé des accords. Alors que le pays est en danger parce qu'on n'a pas des intérêts fondamentaux. On doit commencer par là. Les deux estimés, madame, venez de le dire. Il n'existe pas fondamentalement de conflits communautaires au Congo. Il n'existe pas. Fondamentalement, il n'existe pas. Mais il existe des acteurs qui, pour leurs intérêts égoïstes, activent la fibre ethnique commune. Il y a même ceux-là qui vont jusque dans les collines. Ceux-là, les collines, il ne faut pas les voter parce que... C'est ça, c'est une vérité. Je partage le point de vue de mon ami Moupili, quand il dit aujourd'hui, il est important que le président de la République prenne son bateau de pèlerin et qu'il appelle toutes les forces politiques et sociales autour d'une table pour dégager la cohésion nationale. Vous avez parlé de Moumengue et les autres. Il n'y a pas que les circonstances. Mais les gens étaient énervés
par le comportement de ce qu'étaient les contingents rwandais dans le truc de l'AFDEL. Et aujourd'hui, les gens sont énervés parce qu'ils se disent comment avec la même composante, on doit toujours faire des guerres. Mais malheureusement, il manque du côté du pouvoir public un mobilisateur du genre de moment, il faut les reconnaître. Et du côté de l'Union sacrée, ou le parti qui compose l'Union sacrée, et du côté de l'opposition, ou des partis qui composent l'opposition, encore moins à la société civile, là nous continuons à considérer les violations des droits de l'homme, mais nous ne sommes pas capables aussi de contribuer à cette mobilisation pour que l'on dégage des options fondamentales pour arriver à bouter l'ennemi dehors. Un pays avec une société civile plurielle, trop d'ONG, tout le monde parle, d'autres à la solde des multinationales. Mais c'est tout ça le problème. Avec des petites conférences à Washington, il faut qu'il y ait un débat national sur la question. On ne doit pas se voiler la face. Le pays est agressé, tout le monde le reconnaît, mais il manque seulement l'union sacrée pas l'union sacrée, donc une unité nationale pour dire non, nous devons nous battre. Il y a les Chinois qui l'ont fait contre les Japonais, ils ont abandonné leur querelle interne pour s'occuper des Japonais, ils ont gagné. Donc aujourd'hui, je crois que le président de la République, il l'a rappelé comme il l'a fait lorsqu'il a voulu rompre avec l'alliance avec les FCC, c'est le moment de le faire. Qu'on ne dise pas non, vous voulez le dialogue parce que vous voulez le partage équitable. Ça fait quoi? On a partagé le pouvoir pendant autant de jours, ça change quoi? Merci. Vous comprenez que vous tous, vous parlez au nom du Congo. S'il vous plaît, vous allez prendre, s'il vous plaît, vous allez prendre chacun une minute pour boucler parce que nous sommes à la fin. Mopili, une minute. Oui, merci beaucoup. Ne faites pas une digression. Oui, je suis là. J'encourage le président de la République de continuer des réformes. Mais cette fois-ci, en nommant, parce qu'il faut rajeunir. Tous les généraux, les gouverneurs militaires doivent quand même, ils ont beaucoup travaillé, ils doivent être relevés. On doit quand même nommer les jeunes, les officiers généraux. Mais après l'information du service des renseignements, dans tous les pays qui se respectent au monde, avant de nommer un ministre, un mandataire, un général, on doit d'abord demander au service des renseignements la fiche individuelle de ces messieurs. Deuxièmement, nous sommes à la session budgétaire. Papa Mbosso, pardon. Aussi, on y a bien mini na Congo. Si vous-même vous dites que na bandit d'abord coupé cet exemple, moi je vais toucher $5 000. Et que pour cette session budgétaire, on diminue le salaire des députés à $3 000 pour que cet argent soit orienté au budget sécuritaire. Je crois que ça sera une bonne chose. Merci. Tolingi teke bozu 21 000 et puis boyana tu ba cotisation to tinda ba soda na front. Tolingi ba sabotage wana. Ernestine. Monsieur Fabien, moi je pense que lorsque j'ai commencé le débat, j'ai parlé de la question électorale. Oui. Je voudrais qu'on ne fasse pas, mon parti à moi, voudrais qu'on ne fasse pas les élections comme celle qui a eu lieu à 2018, où Béni, la partie nord, Kivu, n'est pas allé aux élections pour les présidentielles. Ils sont allés aux élections simplement pour les questions des députations nationales et provinciales. Et encore, c'était une session, on va dire, spéciale pour leurs élections à eux. À mon sens, on peut retarder les élections pour aller avec tout le monde aux élections. À mon sens, je vais davantage vous donner les choses. À mon sens, aujourd'hui, on doit mettre sur la table cette question de l'Est avec son insécurité. On la met sur la table pour qu'il ne soit pas biaisé. La même question d'insécurité, lorsque j'ai parlé de l'unité, je ne parle pas de l'unité telle que j'ai entendu Madame Aude aller dire. Ce n'est pas l'unité en élaguant les clivages politiques. Parce que même dans la société civile, il y a des sociétés civiles pro-Union sacrée, des sociétés civiles pro-Lamouka, des sociétés civiles pro-FCC, il y en a de toutes sortes. L'unité dont moi je parle, c'est une unité dans les questions d'intérêt national. Les questions telles que l'agression, c'est une question qui doit nous intéresser. Nous devons avoir le même langage. Merci. Ainsi, je pense que pour traiter la question de la meilleure façon, nous pouvons convoquer, appeler ça comme on veut, un forum national, un débat national, une concertation nationale, un dialogue national pour discuter sur cette question-là. Parce qu'à l'Est, même les militaires qui sont là aujourd'hui, même les unités combattantes, il y en a qui ont fait plus de 10 ans
il va falloir, le relever. à mon sens, relever tout ce monde, rajeunir. Entre-temps, envoyer les enfants dans l'armée, les meilleurs. Renouveler les corps militaires les meilleurs. pour que nous puissions aller de l'avant. Merci Ernestine. Envoyons nos enfants les meilleurs dans l'armée. Oui, Madame Odia, votre conclusion. Merci. Ma conclusion est celle de rappeler que le peuple congolais est véritablement derrière les FARDC. Vous savez comment ce peuple se mobilise lorsqu'il faut les soutenir, lorsqu'il faut faire des collectes, lorsqu'il faut diriger des prières vers Dieu, lorsqu'il faut interpeller la communauté internationale, le peuple congolais le fait toujours. Le SEDUC, ma structure, le PPRD, mon parti, a toujours appelé au soutien au FARDC parce que nous croyons que cette FARDC qui est telle que réformée, telle que formée, est capable de grands enjeux. Mais quand les autres ne nous croient pas, en pensant que la solution devrait être externe, notamment compter sur l'Ouganda, compter sur la force régionale, avant de compter d'abord sur les FARDC, ça nous amène dans la dérive. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, si on parle des hostilités, actuellement des hostilités à l'aide du pays, c'est parce que les forces armées ont commencé à poser des actes. C'est ainsi que si on doit faire confiance à ces forces armées-là, vous verrez que même la communauté internationale ne nous tiendra pas un discours léger. Monsieur Kambale, votre mot. Et autre chose, la première, évidemment, je demande aussi comme Mutili, nous ne pouvons pas chaque fois appeler au renforcement de FARDC lorsque la structure qui est chargée de suivi et d'appui de la réforme des systèmes de sécurité n'a comme budget annuel 100 millions de francs. Ça ne peut pas se faire. Quelle est cette structure? Secrétariat technique d'appui et de suivi de la réforme du secteur de sécurité. Il n'a que 100 millions de francs congolais dans le budget actuel. On ne va pas, ça ne va pas, ça ne marche pas. J'ai retrouvé dans le budget des structures, une structure dénommée différemment. Le Comité national de désarmement et de la sécurité internationale, qui dépend du ministère du Premier ministre, et la Commission nationale de désarmement et de la sécurité nationale, qui dépend du Premier ministre de l'Intérieur. Qui sont ceux-là? Et ces fonds-là, on doit les déverser dans la sécurité. Le troisième mécanisme, le troisième structure que j'ai trouvé dans le budget, mécanisme gouvernemental de la sécurité. C'est quel mécanisme en dehors de la DG? Donc, ce sont des fonds budgétaires qu'on dispatche, qu'on gaspille, et à la fin de compte, les services de sécurité, l'armée, la police, l'armée n'a pas de fonds. Donc, cette question doit être clairement... deuxième chose, je partage aussi le point de vue de madame. On ne peut plus réitérer l'expérience du territoire de Béni et de Lubero de 2018. Nous devons faire notre tout pour que, ensemble, nous allions aux élections. Et c'est là, comme tout le monde a dit ici, il faut un débat national sur la question de l'insécurité permanente dans la partie orientale. Merci Nixon Kambale. Vous avez compris, Bunagana sera récupéré par le FARDC. Il est vrai que les choses ne seront plus les mêmes. Les grandes puissances, ne vous trompez plus. On dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et le peuple congolais n'est pas mort dans son entièreté. Donnez-vous cette information, tous les services actifs de la CIA, les choses ne seront plus les mêmes. Nous sommes debout pour défendre cette nation, écrivains, journalistes, politiques, et que sais-je encore, tout le monde, même les mamans maraîchères. Il est difficile de vaincre tout un peuple. Même l'armée de Napoléon, l'armée mieux organisée, mieux structurée, mieux équipée, fut vaincue par le peuple. Kagame, c'est un message en votre direction. À très bientôt.